Merci à tous d'être là pour ce second webinaire de la Taverne du Testeur. Donc aujourd'hui, Zoé Tivet est là pour nous parler de crowd testing. Et quand nous disons l'expérience du crowd testing, c'est qu'on va aller plus loin que juste les articles que vous avez déjà lus, où on explique ce qu'est le crowd testing, on donne un point de vue éditeur de crowd testing et on donne mon point de vue de crowd tester. Là, c'est vraiment l'expérience. On va le mettre en place, on y a réfléchi, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi. Donc, beaucoup de choses qui vont permettre, en tout cas je l'espère, de mieux appréhender le crowd testing, comment l'utiliser, comment le penser, quelle plateforme utiliser, etc. etc. Et aussi, euh, qu'est-ce qui est possible de faire et qu'est-ce qui est possible de faire évoluer dans euh, dans cette méthode de test. Donc, webinaire de la Taverne du Testeur. La Taverne du Testeur, je pense que vous connaissez. Et si vous ne connaissez pas, voilà, c'est le blog francophone dédié au test logiciel le plus visité. Je l'ai ouvert en novembre 2017 avec Bruno Lejar. Il y a plus de 350 articles et c'est ça qui me rend le plus fier de ce blog. Il y a de très nombreux auteurs. La taverne est ouverte à tous, c'est une taverne. Si vous avez des articles à proposer, ils sont toujours les bienvenus. Vous proposez, on échangera sûrement sur le contenu, sur est-ce que c'est un niveau de qualité suffisant, etc. Mais c'est toujours les bienvenus. Euh, je mets de nombreux auteurs parce qu'il y a plus d'une quinzaine de personnes qui ont rédigé au moins un article dans la taverne. C'est des auteurs passionnés, c'est des personnes qui s'intéressent au test. Voilà. Depuis 2 mois, voilà, on s'est lancé un nouveau challenge, c'est proposer des vidéos, des webinaires. Alors je sais que les webinaires sont très nombreux. Ce qu'on propose dans la taverne, c'est vraiment de parler de curiosité, de parler de façons de faire novatrices ou d'études novatrices. Donc là, il y a 1 ou 2 mois, le 3 mai, donc c'était un peu plus d'un mois, on avait eu une présentation sur tester avec un robot. Donc un robot avec son bras mécanique qui va aller faire les tests. Aujourd'hui, on parle de crowd testing. Et demain, après-demain, on aura des sujets sur l'automatisation sans script, le test exploratoire communautaire, etc., etc. Voilà. Je remercie aussi tous les sponsors de la taverne qui, en fait, permettent de ne pas avoir à payer l'hébergement. C'est eux qui contribuent à payer l'hébergement et aussi à sponsoriser ou financer certains articles ou certains événements. Altran, voilà, Altran, Applause, qui est une société spécialisée dans le crowd testing. Vous noterez que voilà, malgré le fait qu'il y ait des sponsors, on n'est pas pieds et mains liés, on reste totalement libre du contenu. Et donc voilà, Zoé ne fait pas partie de la société Applause. Certilog, une société de formation, All for Test, une société spécialisée dans dans le test. Et enfin, Smart Testing, donc boîte montée par Bruno Lejar. Et Smart Testing que je remercie tout particulièrement parce que le logiciel de webinaire que nous utilisons est celui de Smart Testing qui nous laisse en tant que sponsor l'usufruit pour ce webinaire. Sur ce, je vais arrêter de parler et on va rentrer dans le vif du sujet. Bah, avant que je démarre sur le webinaire, je voulais quand même te remercier à toi, Marc, de faire vivre tout cet écosystème, hein. Et puis, tant qu'on n'est pas tous mutés, je vous propose de t'applaudir, Marc, parce que c'est quand même merveilleux tout ce que tu fais. Voilà. Il y a même un bruit de fou dans le délire, là. Voilà, ça c'était pour toi. Alors, pour démarrer sur Testéum, donc peut-être que vous connaissez un petit peu iTest déjà de nom. Nous, on est situé en Nouvelle-Calédonie. Donc iTest, c'est une société de tests logiciels, un centre de test. Voilà, donc
on est consultant en test, on part en prestation. Et puis, on a aussi ce produit, cette plateforme de crowd-testing, Testeum. Attention, Donc, je suis pas sûr que tu affiches le bon slide là. On est toujours sur le slide de la taverne du testeur. bah, moi, de mon côté, je l'affiche. Alors, peut-être qu'il y a un temps de latence, mais tu fais bien de me prévenir. Ouais, peut-être que ça met un peu de temps à monter. Je sais pas. Quoi qu'il en soit, on peut passer à la suite et puis vous me direz si vous voyez pas du coup. Bon, je tiens à préciser que tes tests ont été effectués vendredi et le passage de slide fonctionnait beaucoup mieux. Je passe. Ouais, bah, ouais. C'est pas faux. Les tests dépendent du contexte, malheureusement. Alors, j'interviens ici avec une double casquette. Alors là, peut-être que vous voyez un slide avec une double Non, casquette. toujours pas. Toujours pas. Je te propose de repartager l'écran ou sinon c'est moi qui vais prendre le relais pour partager l'écran, je sais pas. Comme c'est triste. Alors, allons-y. J'essaye de... Là, c'est mieux? Je suis toujours sur la taverne du testeur. Oh non. Et là? Là, c'est bon, deux casquettes. Vous voyez les casquettes? Super. J'interviens aujourd'hui avec une double casquette, donc une casquette de testeur. Donc j'interviens en tant que QA sur Testeum en tant qu'applicatif pour vérifier que voilà, la qualité est au rendez-vous. Testeum n'est pas lui-même complètement buggé. Et aussi en tant qu'un rôle de plus de conseil, étant donné que je pratique le test au quotidien, j'ai un regard critique aussi sur la plateforme. Donc c'est mon cas, c'est le cas également des autres consultants de la société iTest. On intervient tous un petit peu sur Testeum avec ce rôle-là. Et mon autre casquette est celle de community lead, dans le sens où je gère la communauté des crowd-testeurs. Donc d'une part, faire en sorte que ce soit la communauté la mieux ciblée possible par rapport aux attentes des éditeurs d'applications et de sites web, et faire en sorte, bien sûr, que les crowd-testeurs soient satisfaits. Donc, qu'ils aient réponse à leurs questions, qu'ils ne soient pas perdus sur la plateforme, et puis aussi recueillir leurs demandes d'amélioration et leurs suggestions. Donc, le webinaire, il va se découper en plusieurs thématiques. Donc, premièrement, revenir un peu aux origines et voir pourquoi créer encore une autre plateforme de crowd-testing, parce qu'on va voir que voilà, c'est quand même un concept qui devient déjà assez ancien. Il existe déjà pas mal d'acteurs. Donc, quelle est la proposition de valeur précisément de Testeum au sein de cet écosystème? Voir ensuite qu'est-ce que les premières campagnes ont pu nous apprendre. Donc, à la fois sur les crowd-testeurs, les attentes des clients de ce type de plateforme. Comment est-ce qu'on gère la qualité de Testeum lui-même et comment on gère la communauté des testeurs. Donc, pourquoi créer encore une autre plateforme de crowd-testing? Donc, déjà, un petit rappel sur ce que c'est que le crowd-testing. Donc, pour schématiser, une plateforme de crowd-testing met en relation deux populations qui sont totalement hétérogènes. Une population d'internautes, donc des personnes de la vie de tous les jours, qui ne sont pas forcément dans le métier du test au départ. C'est des personnes qui ont un goût quand même souvent pour le numérique et qui souhaitent investir un petit peu de leur temps pour réaliser des tests. Et d'autre part, des éditeurs d'applications, de sites web, de logiciels en tout genre. Et donc, cette plateforme-là va mettre en relation ces deux populations. Donc, Testeum répond bien à ce modèle-là, dans le sens où les testeurs vont fournir des analyses et obtenir en retour une rémunération. Donc, comment ça se passe une campagne de crowd-testing? Il y a ces 5 étapes-là. Donc, premièrement, il y a une définition des objectifs qui est faite. Donc, ça peut être la définition de scénario de test ou plus grosse maille, ça va être les objectifs vraiment du test. Est-ce qu'on va tester tel ou tel aspect de l'applicatif?
Il y a ensuite la sélection des testeurs qui est faite. Donc voilà, quelles sont les personnes qui sont les plus appropriées pour réaliser ces tests-là. Parfois, il n'y a pas forcément de filtre à faire. Toute personne est bienvenue pour réaliser des tests. Et parfois, il faut un profil bien particulier ou des personnes qui possèdent un matériel en particulier. Ensuite, il y a l'étape, évidemment, voilà, le nerf de la guerre, l'exécution des tests en elles-mêmes. Ces tests-là vont donner un certain nombre de données qui vont devoir être validées. Voilà, donc ça peut être une masse assez importante. On va avoir envie de la raffiner, de consolider tout ça. Et ensuite a lieu le paiement, la rémunération des testeurs. Donc c'est un marché qui est en expansion et qui est compétitif, hein, et c'est pas nouveau. Le crowd testing, ça a plus d'une dizaine d'années d'existence. Il y a un article qui a été pas mal lu et on en parlait pas plus tard qu'aujourd'hui avec une nouvelle personne qui a intégré iTest qui connaît cet article aussi et qui lui avait permis d'avoir un premier aperçu du monde de crowd testing parce qu'il s'intéressait à ça, il voulait apprendre le crowd testing et voilà. Et donc ça a été vraiment un article, un éclairage très intéressant. Et déjà en 2018, Stéphane Colson, l'auteur de l'article, avait testé pas moins de 8 plateformes. Donc c'est pour dire que c'était déjà très, très développé. Alors pourquoi est-ce que nous, on a créé une nouvelle plateforme? Alors déjà, on a pu percevoir des problématiques côté testeur. Donc déjà de par cet article-là, et ensuite on a pu creuser ça plus tard, dans le sens où c'était vécu comme une activité sympathique, mais avec des problèmes quant à la rémunération, une forme d'incertitude, des délais, aussi bah, voilà, le fait que ce soit pas forcément très intéressant d'un point de vue montant de la rémunération, le fait qu'il n'y ait pas forcément beaucoup de missions et éventuellement parfois dans certaines plateformes une sensation d'opacité relative. Donc ça, c'est un constat qu'on a pu lire dans l'article et qu'on a pu creuser de notre côté en diffusant un sondage donc, sur les perceptions du crowd testing par les crowd testeurs et par des personnes qui pourraient être susceptibles de s'adonner à cette activité-là. Et donc, via ce sondage-là, on a pu voir que les personnes qui vraiment avaient tenté l'expérience du crowd testing n'avaient été satisfaites qu'à 44%. Donc, seulement 44% des personnes avaient eu une opinion assez bonne ou très bonne du crowd testing. Donc, l'idée, c'était d'augmenter, bien sûr, ces nombres. Les problématiques, on a vu qu'elles existaient aussi côté éditeur, donc on a pu entrer en contact avec des éditeurs qui ont fourni le retour que le crowd testing c'était vraiment utile, voilà, qui reconnaissaient la valeur de ce service-là, mais que souvent ça pouvait être onéreux, ça pouvait être un peu long à mettre en œuvre, mais des questions relatives à la fiabilité de cette approche-là. Voilà, un questionnement sur le fait aussi qu'il y ait besoin de passer par un tiers. Donc là, je l'ai représenté avec cette petite cravate et qu'il y ait beaucoup de données à traiter au final. Donc, on avait cette image vraiment d'un entonnoir avec un goulet d'étranglement, avec d'une part des testeurs qui perdent un peu leur patience parce qu'ils souhaitent avoir une rémunération et d'autre part des éditeurs qui n'ont pas forcément les infos en temps réel. Donc, partant de ce constat, une proposition de valeur a pu être mise en œuvre par l'équipe Testéum. Donc, autour de trois problématiques. Donc, comment faire en sorte que les éditeurs soient autonomes à 100% pour éviter ces goulets d'étranglement? Comment sécuriser la rémunération des testeurs et comment s'assurer de la fiabilité des rapports de test? Donc, de cette façon, répondre aussi bien aux besoins des deux populations ciblées par ces plateformes-là. Donc, comment rendre les éditeurs autonomes à 100%? C'est passer par une révision un peu de cette définition des objectifs. Donc,
Là, les objectifs, les éditeurs deviennent vraiment autonomes là-dessus, dans le sens où ils peuvent gérer les tests qui vont être envoyés via un fichier d'apport avec un format qui est formalisé. C'est mal dit, mais bon. Donc, c'est sous forme d'un fichier Excel qui va être téléversé, donc qui a des modèles différents qui peuvent être utilisés. Donc là, pour être un peu plus concret, si la taverne du testeur devait être testée, on pourrait avoir un fichier d'import qui ressemble un petit peu à ça. Alors, c'est rien de bien étonnant hein, d'un point de vue de testeur. Les exports qu'on peut avoir quand on télécharge des tests à partir d'un gestionnaire de tests, ça ressemble souvent à ça. Une action, un résultat attendu. Et puis ici, on a aussi la notion de module et de cas de test pour faire un peu des regroupements. Donc un cas de test est formé par différentes étapes et puis on peut classer les cas de test par module. Voilà, ces fichiers-là, ils peuvent être intégrés directement à la plateforme et puis des petites informations complémentaires peuvent être données aux testeurs pour les orienter au moment où ils réaliseront leurs tests. Les testeurs, au final, ils voient ça, donc ils peuvent voir navigation sur le blog, ça c'est le nom du cas de test, et puis ils verront les différentes étapes, voilà, avec la possibilité pour chaque étape de rapporter un bug ou de dire non, non, tout va bien, pas de bug. Donc une autre façon de s'attaquer à cette problématique, de rendre les éditeurs autonomes vraiment, c'est de faire en sorte que les testeurs soient sélectionnés de manière automatique. Voilà, qu'il n'y ait pas besoin d'une personne qui soit en charge de contacter chaque testeur en lui disant tiens, il y a des tests, ça pourrait être bien pour ton profil, ou voilà, ce traitement qui prend quand même du temps. Donc, en fait, les testeurs, ils renseignent des informations sur leur profil. Donc, ça, c'est des informations qui sont facultatives. Hein. Si une personne n'a pas envie de saisir l'une ou l'autre de ces infos, c'est pas grave, mais juste cette personne aura moins de chances d'être sélectionnée pour des tests. Et l'éditeur est en mesure de sélectionner une population de testeurs en fonction de ces critères-là. Donc voilà, imaginons, hein, on a une application mobile qui cible vraiment une zone géographique, on a envie que les testeurs fassent partie de cette zone. Il est possible aussi de cibler par environnement de test. Donc on part du système d'exploitation et puis on peut aller jusqu'à la version du système d'exploitation et aussi version de navigateur. Il n'y a pas par contre de sélection du device en tant que tel. Hein. Il y a une telle fragmentation du marché mobile que ça sera un petit peu compliqué de cibler aussi finement. Donc les testeurs, eux, ils déclarent leur device et c'est remonté de manière automatique. Donc voilà, c'est simplifié de leur côté. Et au moment où ils sélectionnent, où ils jouent un test, ils disent OK, je vais le tester avec tel ou tel environnement que j'ai. Une troisième façon pour rendre les éditeurs autonomes. J'ai une Comment, question. pardon? Par rapport aux devices, j'ai une question. Les devices, ça évolue énormément. Et comment Oui. vous maintenez à jour ce répertoire de devices? Les gens peuvent rentrer à la main leur device s'il n'est pas présent dans la base de données ou pas? Alors, en fait, les infos du device sont remontées du device via une détection automatique, voilà, qui dépend d'un service qu'on maîtrise pas pour le coup. Hein. C'est on accède à un site web on accède à une URL qui va remonter ça automagiquement à partir du device lui-même. Je sais pas si ça répond. Si, ça répond. Après, pour la mise à jour, voilà, il n'y a pas forcément de contrôle, mais voilà, c'est au testeur de tenir à jour son pool d'environnement de test.
que pour cette problématique de rendre les éditeurs autonomes, il y a cette notion aussi d'avoir des reportings qui soient disponibles en temps réel. Donc, ça peut ressembler à ça. Donc, une fois que les tests sont lancés, on a immédiatement accès à ce type de dashboard, donc où on voit un petit récapitulatif des testeurs qui ont réalisé les tests, on voit l'état d'avancement, le nombre de tests qui restent à faire, et puis on voit également l'ensemble des bugs qui ont été trouvés, et puis les rapports de tests pour voir en détail qu'est-ce qui s'est bien passé ou non. On pourra voir ça un petit peu plus en détail tout à l'heure. Du côté des testeurs, alors encore une fois, deux problématiques. Donc, comment sécuriser la rémunération des testeurs et comment s'assurer de la fiabilité des rapports de test. En fait, c'est deux problématiques qui sont traitées conjointement. Dans le sens où, alors là, pour la fiabilité des rapports de test, on intervient au moment de la validation en fait du travail. Et cette validation-là, elle a été pensée comme une validation par un check indépendant. Donc, chaque cas de test va être joué par 5 crowd-testeurs, pas plus, pas moins. Pas plus parce que plus ce serait overkill et moins on n'aurait pas cette certitude que on peut jamais dire qu'il n'y a pas de bug, mais en tout cas sur un scénario donné, il y a très peu de chances qu'un bug ne soit pas remonté par au moins un de ces 5 testeurs. Donc 5, c'est un nombre qui a été trouvé par un chercheur en mathématiques qui est intervenu auprès de Testeum à ses tout débuts et qui a trouvé qu'il y avait 99,97% de chances qu'un bug passe entre les mailles d'un filet de 5 testeurs qui ne se connaissent pas sur un scénario qui est spécifié. Donc ça, c'est pour la fiabilité. Autre chose pour la fiabilité, c'est que les rapports de bugs sont vraiment guidés. Donc là, en fait, on n'a pas besoin que ce soit vraiment des testeurs émérites qui ont fait ça toute leur vie. Il s'agit de choisir dans une catégorie. Donc ça, c'est une liste fermée de 21 catégories qu'on a pu trouver nous. En fait, on est parti d'un historique d'anomalies qu'on avait, puis on s'est dit, OK, on va créer une liste de catégories de sorte à ce que chacune des anomalies puisse rentrer dans une catégorie. Et on a abouti à cette liste-là de 21. Jusqu'à présent, elles ont suffi. Bon, après, bien sûr, peut-être un jour, il faudra en rajouter une ou deux, mais jusqu'à présent, c'est bon. Les crowd-testeurs sont ensuite invités, mais ils ne sont pas obligés à mettre un commentaire. Et par contre, quelque chose d'obligatoire, c'est d'ajouter une image. Et donc là, c'était essentiellement sur la fiabilité. Par rapport à la rémunération, là, en fait, c'est automatisé. Du fait que justement on a pu acquérir un niveau de fiabilité pendant l'exécution, donc on n'a pas besoin en fait de revenir dessus pour indiquer au testeur OK, tu as mérité cette rémunération, on te la donne. Donc en fait ça part aussi et surtout d'une vision qu'on a, qui est que un test en succès a exactement la même valeur qu'un test en échec, parce que en fait, dans tous les cas, on est gagnant. Dans le premier cas, on va gagner en confiance. Et dans le deuxième cas, on va gagner un bug, on va gagner l'occasion d'améliorer le logiciel. Donc ça, c'est un message fort aussi qui est passé, hein, enfin qu'on essaye de faire passer au travers de ça. Après, ça peut se discuter et on pourra en discuter tout à l'heure si vous voulez. Un effet collatéral de ce modèle de rémunération, hein, c'est bon, j'ai mis un point d'interrogation parce que ça reste une hypothèse, mais je pense que c'est quand même une hypothèse fiable dans le sens où on a pu avoir des retours d'éditeurs qui avaient déjà utilisé des plateformes de crowd testing
et qui avait senti que les testeurs, ils essayaient de rapporter un maximum de bugs pour avoir du coup le maximum de bounty associés à ces bugs-là, et qu'en fait, ils se retrouvaient avec des masses de bugs invalides parce que c'était vraiment des bugs qui étaient créés à la va-vite et qui n'avaient, pour certains, pas vraiment de sens. Donc c'est pas quelque chose qu'on peut constater sur TCOM du coup, parce que les testeurs savent que c'est pas parce qu'ils remontent 10 bugs qu'ils vont être payés davantage. En revanche, quelque chose qui est fait sur la plateforme, c'est à chaque fois qu'un bug est reconnu comme valide par l'éditeur, le testeur va monter en réputation un petit peu. À chaque fois qu'un bug va être considéré comme invalide, la réputation va baisser un petit peu. Donc tous ces éléments-là qui permettent d'avoir une plateforme qui est vraiment autogérée, ça fait que on a été capable de créer quelque chose qui a des tarifs compétitifs et qui peut être accessible à tout type d'entreprise, d'organisation, même des associations, des startups, etc. Dans le sens où le fait que tout soit automatisé ne requiert pas nécessairement d'intervention humaine fait que le modèle est vraiment proportionnel en termes de tarifs. On peut avoir une campagne de test avec qu'un seul test dedans, ou alors une campagne de test avec 10 ou 100 tests, ça va monter proportionnellement. Il n'y aura pas un coût à l'entrée, il n'y aura pas des discussions longues à faire ou à trancher. Là, c'est totalement transparent. Donc maintenant, qu'est-ce que nos premières campagnes nous ont apprises? Donc déjà, on a appris des choses par rapport au type d'anomalies qui ont été remontées. Donc nous, on s'attendait particulièrement à avoir des bugs portant sur les fonctionnalités, sur les cas qui sont bien spécifiés dans les fichiers d'import, et on s'attendait à avoir des bugs de portabilité parce que c'est un grand classique du crowd testing. On laisse son applicatif dans la nature à la merci de plein de testeurs qu'on ne connaît pas, qui ont plein de devices différents. On s'attend à avoir des bugs de portabilité. Mais on a eu aussi d'autres types de bugs, donc des bugs d'utilisabilité, donc des remarques sur l'UX, l'UI, parfois des fautes d'orthographe ou des tailles qui semblent disproportionnées, ou plein de petites remarques comme ça qui sont vraiment une bonne surprise. Des bugs de fonctionnalité sur des cas tordus. Donc typiquement un testeur qui va mettre dans un champ de numéro de téléphone, il va mettre nul ou il va mettre toto ou undefined, enfin des trucs comme ça. Et des fois, ça donne lieu vraiment à des bugs assez amusants. Et ça, on l'avait pas anticipé en fait, le fait que les personnes sortent vraiment de ce qui est écrit. Et on a eu aussi des bugs de performance. Donc ça couvre un petit peu plus large que ce qu'on pensait en termes des aspects de la qualité. Donc quelques petits exemples de copies d'écran. Donc je tiens à préciser, c'est un éditeur qui nous a donné expressément son autorisation pour diffuser ces captures d'écran. Sinon je l'aurais pas fait, bien sûr. Donc là, on a un typique bug de fonctionnalité, bug fonctionnel. Donc on a sélectionné un tri croissant, un tri par tarif croissant. On se retrouve avec des articles qui sont pas triés. Le commentaire facultatif, il est très souvent mis quand même. Et puis la catégorie qui permet de classer rapidement l'anomalie. Ici, on a un bug qui n'est pas un bug, mais une demande d'évolution. Donc c'est une personne qui donne son avis sur l'interface, qui considère que le petit message vert en bas de l'écran n'est pas suffisamment lisible, etc. Ici, on a un rapport sur les performances, donc une personne qui donne des détails sur les lenteurs qu'elle a pu constater au cours du cas de test. Et puis là, un foufou de l'orthographe comme je les affectionne, qui fait une remarque là-dessus,
qui n'était pas attendu, hein, comme souvent. Donc, on a appris pas mal de choses sur les testeurs. Déjà, on a compris, on s'en doutait, mais là, on a pu vraiment le constater que les motivations, elles étaient vraiment pas seulement financières, qu'il y avait un goût réel pour cette chasse aux bugs. On a senti un fort engagement de la part de ces testeurs parce que, bah voilà, quelques jours après une campagne, les testeurs nous contactent parfois pour dire bon, bah alors, j'ai trouvé des bugs, qu'est-ce qu'ils en pensent les éditeurs, est-ce qu'ils vont le corriger et tout. Donc vraiment un engagement vis-à-vis de la qualité. Et puis aussi bah, de la solidarité, parce qu'effectivement, malgré tous nos efforts, il peut arriver qu'il y ait des bugs sur Testéum. Et les testeurs nous les remontent avec énormément de bienveillance. Déjà, ils nous les remontent, ce qui est génial, mais ils les remontent avec vraiment un esprit bah, de camaraderie qui est très, très agréable, évidemment. Donc, j'en profite pour les remercier. Donc tout ça, ça corrobore un petit peu les résultats du sondage qu'on avait lancé en amont de créer Testéum. Et en fait, qui évaluait les motivations des crowd-testeurs actuels ou potentiels. Donc là, on voit que, enfin là, on le voit pas, mais c'était une liste de motivations qui était proposée et en fait, quasiment toutes, elles avaient soit beaucoup, soit passionnément. Donc il y avait d'autres motivations présentes qu'un aspect purement financier. On a aussi appris pas mal de choses, bien sûr, par rapport aux éditeurs. Et donc, via des questions que nous posaient des prospects ou via des retours d'expérience obtenus auprès des éditeurs qui ont vraiment utilisé Testéum. Donc déjà, on a pu se rendre compte que le crowd testing est encore un petit peu méconnu, dans le sens où c'est assez souvent qu'on nous pose la question, mais c'est quoi l'intérêt du crowd testing quand l'automatisation existe et fonctionne déjà super bien? Donc, bah, bien sûr, là, ce qu'on peut répondre, c'est que quand on automatise, on va réaliser une série de vérifications sur des chemins qui auront été préécrits. Donc, l'automate va être extrêmement rigoureux, va être extrêmement stable, mais il n'y aura pas toutes ces petites choses annexes qu'on va pouvoir trouver. Alors que le crowd testing, c'est le chaos au service de la qualité logicielle parce que on lance des tests, on sait vraiment jamais ce qu'on va remonter. Et on avait fait l'exercice hein, sur certaines versions, on se disait ça c'est vraiment une bonne version, il va pas y avoir grand chose quoi. Et où on découvrait toujours, mais vraiment toujours des choses inattendues quoi. Là, c'est une question que je ne vois pas parce que c'est sur le côté. Voilà, ça y est, je vois. Est-ce que vous voyez toujours? Oui. Super. Une autre question qu'on a pu avoir, donc ça, c'est vis-à-vis des bugs qu'on a pu trouver par ailleurs, c'est au niveau de l'UX. Quel est en fait le positionnement de Testéum vis-à-vis des tests UX? Et en fait, c'est pas une question qui est facile de répondre parce que vraiment la frontière entre UX et fonctionnalité est tellement ténue. Et du coup, les personnes qui nous posent la question, est-ce que Testéum fait du test d'UX ou purement fonctionnel? On y réfléchit et c'est un positionnement et c'est pas forcément très simple à répondre comme ça. Et sinon, par rapport aux éditeurs qui ont pu expérimenter Testéum, bah, ils ont fait un certain nombre de retours sur des besoins qu'ils avaient. Donc, par exemple, pouvoir cibler des testeurs plus par pays, par version d'OS, par genre, par tranche d'âge. Ça, c'est des remontées typiquement d'éditeurs et c'est pour cette raison qu'on a pu développer ces fonctionnalités. On a eu aussi des remontées par rapport à l'export des rapports de bugs. Donc là-dessus, bah, voilà, c'est ce qui nous a donné envie d'avoir une fonctionnalité d'export sur Jira. Et puis, on a aussi eu cette remarque que, bah, en fait, mine de rien, nous, ce qu'on pensait simple, ce fichier d'import qu'on a vu tout à l'heure, c'est pas simple forcément.
dans le sens où bah voilà, nous on a l'habitude d'écrire des cas de test, mais c'est pas quelque chose qui est forcément simple à comprendre, même avec les modèles qu'on a pu proposer. Donc ça, c'est une problématique qu'on a et que pour le moment, on réfléchit pour la régler. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément anticipé et qui est intéressant à voir. Le fait de rédiger des cas de test pour le crowd testing, c'est vraiment un exercice particulier, dans le sens où il faut absolument éviter tout jargon, toute connaissance tacite mérite d'être explicitée. Et dans le cas de Testeum en particulier, tous les tests doivent être indépendants les uns des autres. Donc on ne peut pas se dire ok, je vais utiliser les résultats d'un test pour en faire un autre. Et tout ça, c'est vraiment un exercice qui pose aussi des questions parfois sur les accès concurrents ou sur les données qui vont être créées dans un test. Qu'est-ce qu'on va en faire? Est-ce qu'on les garde? Est-ce qu'on les jette? Est-ce qu'on les spécifie d'une certaine façon? Donc, c'est quand même un exercice qui est particulier et voilà, ça va nous donner du grain à moudre, ça. Ah, j'ai quitté le focus. Ah, voilà. Maintenant, quelques petits éléments sur comment est-ce qu'on gère la qualité de Testeum. Donc, on a une problématique particulière, hein, évidemment. On dit que les cordonniers sont les plus mal chaussés. On n'a pas envie que la plateforme de crowd testing soit l'applicatif le plus buggé ou paraisse tout simplement un peu buggé. Donc, les tests sont organisés de telle façon qu'en fait, il y a toujours un petit peu une porosité des rôles entre la façon dont on va tester Testeum et la façon qu'on a naturellement d'avoir ce regard critique sur Testeum en tant que testeur. Donc, on se pose toujours constamment la question de est-ce que le produit est bien fait, donc ne contient pas d'anomalies, etc. Est-ce qu'on est vraiment en train de créer le bon produit, la bonne plateforme? Donc, on peut se poser souvent la question, voilà, en tant que consultant en test, est-ce que Testeum est un outil que je souhaiterais conseiller dans telle ou telle mission? Sinon, pour quelles raisons? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour augmenter la valeur du produit, etc. Donc, les tests sont réalisés de manière assez classique hein, au sein d'une équipe Scrum. On automatise les cas vitaux pour gagner du temps sur les campagnes de tests qui visent Testeum. Et on réalise aussi ce qu'on appelle le dogfooding. Alors, si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez indiquer si vous avez déjà pratiqué le dogfooding et ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai découvert ça avec Testeum et j'aime bien. Donc le dogfooding, c'est une pratique qui découle un peu d'un nom un peu humoristique de Eat Your Own Dog Food, dans le sens où si on croit en son produit, on devrait pouvoir être en mesure de l'utiliser soi-même. Donc bien évidemment, si on produit de la nourriture pour chien, on va pas en manger nous-mêmes en tant qu'humains. Mais là, dans le cas de Testeum, ça s'y prête. Et c'est ce qui va nous permettre d'obtenir des retours sur la qualité de Testeum, tout en ayant le rôle, pour le coup, de l'éditeur. Donc, on va pouvoir avoir ce regard vraiment avec l'intérêt, l'objectif de l'éditeur. Et ça nous a permis de découvrir un certain moment de la vie de Testeum, des manques qui pouvaient exister dans le produit, de trouver des idées d'amélioration, de trouver des idées de nouvelles fonctionnalités et puis surtout d'augmenter notre empathie envers les utilisateurs. Donc voilà, se dire, OK, au moment où tu crées ton fichier d'import, tu vas pouvoir te poser telle ou telle question. À un moment donné, si tu importes ton fichier, peut-être tu vas avoir peur d'avoir fait une erreur, tu voudras revenir en arrière. Et ça, tant qu'on n'a pas revêtu le costume de l'utilisateur, c'est plus compliqué d'avoir tout ça en tête. Donc, pour vous donner une petite idée d'à quoi ressemblaient un petit peu ces sessions de dogfooding,
Donc là, on voit dans la première colonne, hein, c'est vraiment la réaction émotionnelle au moment où on utilise telle ou telle chose, au moment où on a une pensée par rapport à l'applicatif, une question, une idée, une interrogation. Et cette session en pratique nous a permis d'avoir des idées pour étoffer TestEOM. Et maintenant, dernier point, quelques petits éléments sur la communauté des crowd testeurs et comment est-ce qu'on fait pour la gérer. Donc déjà, ce qui est important à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, TestEOM, c'est des crowd testeurs qui sont situés dans 26 zones géographiques différentes. Donc bon, alors tous les continents sont pas représentés pareil, mais si on pousse un peu, on peut dire que les 5 continents sont représentés. Et chaque contexte va avoir forcément des besoins qui vont différer un petit peu. Donc, dans certains pays, on va avoir des testeurs qui voudront entrer en nombre, qui sont vachement intéressés par le concept. Et puis, dans d'autres pays, bah, soit c'est un peu moins connu, soit les personnes sont un peu moins motivées. Donc, voilà, tout l'enjeu est de trouver un équilibre et de faire en sorte que bah, voilà, les motivations des uns sont pas forcément celles des autres, mais que chacune soit adressée. Donc c'est une relation de proximité vraiment qui est à l'œuvre au sein de cette communauté. Donc au tout début, on avait l'idée d'avoir un numerus clausus de crowd testeurs parce qu'on avait envie de se dire, OK, on va avoir un certain nombre de crowd testeurs et puis on va augmenter ce nombre au fur et à mesure qu'on a un certain nombre d'éditeurs qui viennent sur la plateforme. Petit à petit, on est revenu sur cette idée dans le sens où juste établir un numerus clausus, c'était pas suffisant parce que on avait besoin parfois de sélectionner des profils en particulier et de se dire bon ben voilà, on a besoin de testeurs dans tel ou tel pays avec tel ou tel type de matériel par exemple. Donc on est revenu dessus. Maintenant, on est plus sur un mode d'invitation et puis aussi des personnes qui viennent vers nous pour dire ok, moi ça m'intéresse d'utiliser TestEOM, on les invite. Voilà, il n'y a pas de barrière vraiment à l'entrée, mais on cherche vraiment à avoir une relation de proximité aussi dans une perspective d'établir une relation de confiance. Parce que ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que finalement, la fiabilité des tests est assurée par le fait qu'il y ait 5 testeurs différents. Évidemment, il y a la possibilité que dans le lot, il y ait un testeur qui mette systématiquement il n'y a pas de bug, 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 hop, il se fait rémunérer et c'est terminé. Donc, ce qu'on a pu constater, c'est que quand même ces comportements-là, ils étaient vraiment très, très minoritaires depuis qu'on avait établi cette relation de proximité où on parle un minimum avec les testeurs, on revient vers eux pour voir voilà, si tout se passe bien, s'ils ont des questions ou pas. Donc c'est quelque chose où bah, voilà, on est gagnant et puis on sent que c'est aussi satisfaisant pour les personnes de savoir qu'il y a du monde au bout du fil, quoi. Les inconvénients de ça, c'est essentiellement un inconvénient qui est que ça prend du temps, dans le sens où bah voilà, donc on est facilement identifiable pour poser des questions, mais l'envers de la médaille, c'est que voilà, on doit répondre souvent à des questions qui vont être récurrentes. Des fois, c'est des trucs qui sont dans la FAQ, mais bon, voilà, on répond quand même. Et donc voilà, ça peut être un petit peu chronophage. Quoi qu'il en soit, bah voilà, on pense que avoir cette communauté-là qui est satisfaite de la plateforme, ça peut aussi servir un petit peu bah, le métier du test en général, parce que c'est une façon de parler, enfin de faire connaître ce corps de métier-là. Donc le crowd testing, c'est vraiment un aperçu, bien sûr. Il y a tellement de choses différentes dans ce métier. Mais voilà, étant donné que il y a 3/4 des crowd testeurs, on l'a vu dans le sondage, 3/4 des crowd testeurs qui seraient prêts à parler de cette expérience-là dans leur CV, voilà, ça peut être quelque chose qui pourrait être valorisé.
Voilà, j'ai terminé ma présentation. Alors, je vais voir maintenant s'il y a eu des Bon, questions. Marc, peut-être que tu bah en as vu. merci Zoé. Donc en fait, le chat, quand les gens parlent, au lieu d'aller dans l'onglet chat, ça va dans l'onglet questions. Donc je vois que vous entendez bien tous, qu'on n'arrêtait pas de vous poser la question tout à l'heure. J'ai aussi remonté deux questions. Donc la première, je pense, c'est quel est le modèle économique de Testeum? Mhm. Comment, comment ça fonctionne? Donc ça, je pense que ça a été en partie répondu, mais je sais pas quand est arrivée la question, donc je la repose. Ah, pardon, oui, tu la reposes. Le modèle économique de Testeum, bah voilà, la rémunération, enfin le chiffre d'affaires de Testeum vient des éditeurs et, euh, et une partie de ça est redistribuée aux testeurs de manière automatique, comme on l'a vu. Voilà. Et les éditeurs payent au test, ils payent Tout à fait. comment? Alors, ce qui se passe, bon, je ne vais pas rentrer dans tous les détails du truc, mais il y a un coût forfaitaire pour un cas de test qui comprend 10 étapes. Il est possible d'avoir des étapes supplémentaires, voilà, à ce cas de test-là. Et puis, le tarif est calculé en fonction de ça. Donc, il est possible de jouer, hein. On importe un fichier d'import, ça génère automatiquement un devis, et puis on peut jouer à dire bon bah ce test-là il a que 5 étapes, qu'il ait 5 étapes ou 10 étapes ça coûte pareil, je vais en mettre 10 plutôt, enfin et regrouper deux tests, bon voilà, c'est ce genre de modèle là. D'accord. Une autre question, est-ce que les testeurs sont soumis à une NDA? Je ne sais pas ce que c'est une NDA. Christophe, est-ce que tu peux NDA, expliciter? MDA, NDA. NDA. Bonjour. Non-disclosure agreement, confidentialité. Non, à l'heure actuelle, c'est formalisé. Quelque chose qui est tacite évidemment, mais il y a pas de charte à signer ou de choses comme ça. Ok, c'est pas dans les conditions générales d'utilisation, par exemple. Non, non, non. D'accord. Non, mais quelque part, ça devrait effectivement y figurer à un moment donné. Alors, sachant que là, pour le moment, la grande majorité des campagnes qui ont eu lieu, c'était des campagnes sur des environnements de production. Donc là, au niveau de la confidentialité, enfin, la question ne se pose pas carrément. Mais effectivement, si une entreprise a cette problématique-là, il faudrait pouvoir l'adresser d'une façon ou d'une autre. Donc, soit dans le petit texte qui va être diffusé aux testeurs, sachant que là, c'est quand même un engagement qui est assez lâche, dans le sens distendu. Mais non, il y a pas de charte à signer ou de choses comme ça, non. Autre question, que donne la communauté française sur Testeum? Donc, combien ils sont, comment ça se fonctionne, etc. J'ai pas le chiffre exact du nombre de personnes, mais c'est des testeurs qui sont plutôt dynamiques, voilà, qui sont assez proactifs dans la recherche de bugs. Donc à l'heure actuelle, le testeur avec le plus de réputation est un testeur de France. Est-ce qu'ils se connaissent entre eux ou pas du tout? Est-ce qu'ils peuvent interagir? Alors non, il y a pas de fonctionnalité d'interaction pour bah, protéger en fait cette notion d'indépendance des tests, d'indépendance des testeurs, pardon, et faire en sorte que voilà, les personnes se refilent pas forcément les réponses entre guillemets, mais enfin d'avoir vraiment des environnements qui vont être isolés, quoi. D'accord. Après, est-ce que les crowd-testeurs se connaissent entre eux par ailleurs? C'est possible, mais ça, je ne sais pas. Ok. Non, par exemple sur Stardust, sur les campagnes, il y a des Slack qui sont créés pour les campagnes. Ça a permis d'échanger, notamment quand il y a des informations importantes sur des choses qui vont pas fonctionner ou des petites techniques pour éviter certains problèmes. Voilà. D'accord. Ouais. C'est pas Euh, quelque chose proposé. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau RGPD ou comment est gérée la RGPD avec Testeum, notamment avec les profils des différents testeurs ou tout ce qui est lié? Bah moi, l'aspect juridique, je suis désolée, c'est pas moi qui gère cette partie.
je peux pas vraiment répondre. Je connais pas beaucoup je connais pas dans les détails en fait cette partie. Autre question, comment ces campagnes de crowd testing s'articulent avec une campagne de test classique? Et question subsidiaire, est-ce que en fait cette campagne de crowd testing peut remplacer une campagne de test classique? Une campagne de test classique, ça va être des tests sur les nouvelles fonctionnalités typiquement, et puis des tests de régression. Alors, le crowd testing, c'est pas quelque chose que je recommanderais pour des tests de régression. Ces tests-là auraient beaucoup mieux lieu d'être automatisés. Les tests de crowd testing, enfin le crowd testing serait certainement beaucoup plus fructueux sur des nouvelles fonctionnalités où on a besoin de recueillir des avis différents. Donc, de mon point de vue, le crowd testing, la meilleure place, c'est de le positionner après des tests qu'on ferait en interne. Donc vraiment en interne, on s'assure que voilà, les fonctionnalités répondent bien aux besoins, que tous les critères ont été remplis, que voilà, on s'assure des variantes, des cas tordus, etc. Puis, Donc c'est complémentaire. C'est totalement complémentaire. Nous, avec Testéumception, là, le petit surnom qu'on donne au dog fooding qu'on fait avec Testéum, on a pu avoir ces surprises-là. Donc, on teste une version à fond, on est sûr de nous, paf, on envoie une commande de test sur Testéum, et puis là, on est scotché parce que il y a un bug en particulier, un beau bug qu'on n'a pas vu, quoi. Et qui est juste un petit peu tordu et que quelqu'un trouve, et puis on se dit, ah ouais, c'est sympa. Donc ça, tu y as déjà répondu, mais je repose la question. Le tarif est-il dépendant du nombre de testeurs? Et sinon, est-ce que ça pourrait l'être? Le tarif est-il dépendant du nombre de testeurs? Non, dans le sens où chaque cas de test va être joué par 5 testeurs différents. Voilà. Mais après, si on a une campagne de test avec plusieurs cas de test, c'est pas forcément les 5 mêmes qui reviennent à chaque fois. Donc, si on a une campagne avec 2 tests différents, soit on aura 5 testeurs, soit on aura 10 testeurs ou un nombre entre les deux, quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a une matrice d'éligibilité au crowd testing que vous avez utilisée ou que vous connaissez ou qui pourrait être intéressante pour un éditeur qui ne sait pas si oui ou non il doit se lancer dans le crowd testing? Non, mais c'est intéressant, je vais le noter. D'accord. Ensuite, c'est une remarque que donc le crowd testing en fait se rapproche pas mal d'une alpha ou bêta par rapport à ce qu'on fait sur des jeux vidéo. Donc je vais te laisser répondre et à la rigueur je pourrais même rajouter un complément là-dessus parce que je connais bien les bêtas. Tu connais bien? J'en réalise pas vraiment, hein. J'ai déjà joué à un jeu comme ça, mais c'était pas moi qui l'avais acheté, donc j'avais pas trop la vision. Il me semble que dans les jeux vidéo, on va payer un petit peu moins et en échange, on est invité à donner ses retours, si je me trompe pas. Ouais, dis-moi. En fait, le concept d'alpha et bêta sur les jeux vidéo, c'est souvent même des choses qui sont totalement gratuites et où on demande aux joueurs de venir jouer au jeu autant qu'ils veulent en amont à certains horaires des fois et pour qu'ils puissent faire leur retour. Donc c'est une mise à disposition du jeu avant sa sortie officielle pour savoir comment ça va fonctionner. La différence avec le crowd testing, c'est que les bêta-testeurs, alpha-testeurs, donc déjà ils sont pas payés. Et ensuite, à aucun moment ils sont obligés ou ils doivent remonter des bugs ou remonter des informations. Donc il y a pas mal de logs à faire. Il y a même des tests sur des bêtas pour Diablo 3 qui avaient été faits sur on va charger les serveurs. Donc c'était tout le monde devait venir à telle heure pendant 1 heure, etc. Ah oui, bah non, effectivement, il y a des similitudes, mais alors les testeurs sont pas engagés sur les tests dans le sens où voilà, si un testeur reçoit une notification et il y a un test qui correspond à ta configuration,
n'est pas tenu du tout d'y aller. Mais en revanche, s'il réalise le cas de test, effectivement, il est tenu d'indiquer s'il trouve des anomalies. Donc, il y a quelque chose qui est un petit peu plus fort en termes d'engagement sur la qualité, certainement. Alors que je pense que, voilà, oui, effectivement, comme tu dis, Marc, si le bêta-testeur de jeux vidéo ne remonte rien, personne ne va venir lui tirer les oreilles, quoi. Moi, j'avais une autre question par rapport au nombre de testeurs. Donc là, la bêta-test, on peut avoir des milliers de bêta-testeurs. Crowd-testeurs, c'est plutôt rare. Vous avez fait un choix assez restrictif que 5 testeurs. Imaginons que je suis un éditeur, et ce qui m'intéresse, moi, c'est pas forcément de faire beaucoup de tests, c'est d'en faire que 4 ou 5, mais d'avoir une grosse couverture de la portabilité, et je préfère passer par le crowd testing que passer par une ferme mobile. Du coup, comment je fais pour dire, ce test, je veux qu'il y ait plus que 5 testeurs, je veux qu'il y ait au moins 20 ou 30 testeurs, mais je veux qu'ils aient des devices différents. Est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable à l'heure actuelle. Non, c'est pas faisable à l'heure actuelle. Il est possible de dire je veux des testeurs qui aient telle ou telle configuration, telle et telle et telle et telle configuration, par exemple. Mais c'est pas possible de dire non, moi je veux le maximum de diversité. Mais ça pourrait être effectivement. Je note encore une fois l'idée. Ouais. Il y avait aussi autre chose, c'est au moment où on dit je veux justement ce type de testeur avec voilà, 4 âges, le type de device, je suppose que ça y est aussi. Est-ce qu'on peut avoir cette finesse au niveau test? Parce que dans ce cas-là, je m'arrangerai pour avoir 4 ou 5 tests, etc. C'est sur ces tests, je veux des iOS. Sur ce test, je veux des Android. Est-ce qu'on peut aller jusqu'à ce degré ou pas encore? Tu peux bricoler. Tu peux créer une campagne où tu auras des tests qui seront joués avec tel environnement et créer une autre campagne, etc. En fait, d'un point de vue tarif, ce sera la même chose, mais juste tu auras 2 campagnes différentes ou plus et du coup, tu n'auras pas un reporting qui sera consolidé, quoi. Ok. Sinon, en termes de diversité, on y arrive quand même assez bien quand il n'y a pas trop de restrictions sur voilà, si on dit ok, on lance les tests dans la nature sans restriction, on va avoir souvent et à la fois des Android et à la fois des iOS sur plusieurs types différents. Effectivement, souvent, on va avoir quand même un petit peu plus d'Android que d'iOS, hein, mais ça correspond à la population globale. Mais ouais, on va pas pouvoir dire, ok, moi je veux un petit peu de tout. Par rapport à la localisation, moi je sais que j'avais fait une campagne où donc c'était pour un marchand d'électroménager et c'était une application qui dépendait de notre géolocalisation. Donc il y avait plus, donc finalement en fait j'avais utilisé une application pour modifier ma géolocalisation. Mais le principe, c'était si on est à plus de 100 mètres du magasin, on a l'application par défaut. Si on est à moins de 100 mètres du magasin, on a une application plus détaillée avec le stock exact du magasin et plus d'informations de ce magasin en particulier. Est-ce qu'il y a des tests au niveau localisation qui peuvent être faits ou c'est dans les étapes de test et dans les prérequis, je dois être à tel endroit dans ce cas-là? Pour le moment, on n'a pas fait ce type de campagne, alors je suis pas sûre de pouvoir bien répondre. Par contre, effectivement, on a déjà eu des demandes spécifiques sur voilà, un éditeur aux États-Unis qui voulait cibler précisément les gens qui sont situés sur la côte ouest et pas les autres. Là, du coup, on pouvait pas à l'heure actuelle faire ça. D'accord. Une autre question plus liée à du test exploratoire, qui donnera lieu aussi à une question de test exploratoire et crowd testing avec le modèle de Testéum. Est-ce qu'il y a une fiche de renseignement sur le testeur pour le comparer à des personnages? C'est-à-dire,
bah voilà, vous devez jouer ce type de personne ou autre. Est-ce qu'ils ont une fiche en fait? Non, 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 ça peut être sympa comme idée. Après, s'il y a besoin de mettre ce type d'infos, encore une fois, ça peut être mis ou alors dans le corps du cas de test, ou bien dans le petit descriptif qu'on indique dans la campagne et qui s'affiche en haut de chaque cas de test quand ils sont joués. Mais ouais, ça peut être une super approche hein, pour que le testeur se mette bien dans la peau de ce qu'on attend. Autre question, il y a un point qui a été spécifique sur Testum où ils vont pas faire d'excès de zèle, les crowd-testeurs. Pas faire de quoi? Pas forcément faire d'excès de zèle avec des vrais bugs, etc. C'était présenté au départ. Mais du coup, ça peut être quelque chose qui va être recherché par un éditeur avec je veux qu'ils poussent, qu'ils aillent chercher la petite bête. Est-ce que il y a des tests ou pas des tests ou une forme en fait de test qui serait test exploratoire où en fait il remplirait une sorte de charte ou une charte qui serait remplie automatiquement et il serait payé à la durée du temps qu'ils ont passé sur l'application avec leurs différentes actions pour Ça pousser fait un plusieurs peu questions cette partie exploratoire. de bien découper. Alors effectivement, je parlais qu'il n'y a pas d'excès de zèle, mais il y a quand même du zèle, dans le sens où oui, les testeurs vont au-delà des cas de test, ils trouvent des choses qu'on n'avait pas anticipées. Mais quand je parlais d'excès de zèle, c'est vraiment essayer de remonter tout et n'importe quoi. Ça, c'est vraiment un retour qu'on a pu avoir d'un éditeur qui disait mais on était sous l'eau, on avait plein de bugs invalides, on savait pas quoi en faire. Puis on sent en face que c'est des personnes qui veulent remonter un maximum de choses pour augmenter leurs chances d'obtenir une rémunération là-dessus. Donc effectivement, c'est quand même assez poussé malgré tout. Et on sent quand même que les testeurs ont ce goût-là de chercher la petite bête pour le coup. Alors après, on ne sait pas forcément si c'est par souhait d'avoir de la réputation en plus, ou si c'est parce que l'activité leur plaît, ou si c'est parce qu'ils ont envie d'aider vraiment les éditeurs. Ça, c'est quelque chose qui mériterait d'être creusé maintenant que Testéum est en place. Ça permettrait de faire un miroir un petit peu avec le sondage qui avait été proposé au début. Après, alors, tu as dit un truc super intéressant qui était. Ah oui, les chartes de test exploratoires. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a expérimenté il n'y a pas longtemps. C'était de créer un cas de test où la seule étape c'était OK, maintenant que vous avez réalisé éventuellement d'autres cas de test sur l'application, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, d'aller chercher les bugs où vous voulez. On vous prévient, la rémunération elle restera la même, mais vous gagnerez en réputation si jamais les bugs sont classés comme valides. Donc ça, c'était vraiment une expérimentation pour voir si ça prenait ou non. Bah, on a eu pas mal de retours dessus. On a eu pas mal de bugs qui ont été trouvés comme ça. Donc, Tesséum, à l'heure actuelle, tel qu'il est fait, ça guide plus vers du test qui va être précis avec des actions, des résultats attendus, hein, classiques. Mais il est possible, et je pense qu'on le conseillera, de mettre quand même un cas de test exploratoire pour que voilà, les testeurs puissent se déchaîner comme ils le souhaitent et trouver plein de trucs complémentaires. Et dans ce cas-là, au niveau rémunération, ce serait plus sur le temps qu'ils demandent de passer dessus. Et le test, ça va. Si on fait une session de 15 minutes, on met pas le même investissement qu'une session de 30 minutes. Donc peut-être là-dessus. Ouais. Il faudrait effectivement certainement revoir le modèle. Parce que là, si c'est juste une étape et un résultat attendu, bah, c'est moins intéressant qu'effectivement avoir cette vision sur le temps passé. Mais ça, voilà, ça mériterait vraiment de fonctionnellement revoir pas mal de choses. Donc voilà, c'est à réfléchir. Okay. Je vois pas d'autres questions. Par contre, il y a eu pas mal de messages. Alors, je ne sais pas pourquoi tous les messages partent dans les questions. Alors les messages. Donc je dois vous laisser. Merci pour cette présentation très enrichissante. Voilà. Ah, merci.
Aussi, merci beaucoup. Je dois vous laisser. Encore bravo, Marc et Zoé, pour votre contribution à la communauté du test et votre travail sur la taverne et sur le blog de iTest. Oh, bah, merci beaucoup, c'est très gentil, avec plaisir. Voilà. Donc, il n'y a plus de questions. Donc, je vais finir par déjà par te remercier pour le temps, le temps mis euh, pour la préparation de ce webinaire, pour de prendre le temps de le présenter. Et, Ah, merci. et voilà pour toutes les différentes contributions. Et aussi, je souhaiterais vous rappeler que les webinaires de la taverne, voilà, le prochain normalement est en septembre. Ça reprend. Ce n'est pas donc ce webinaire n'est pas le dernier. Les prochains sujets seront donc sur l'automatisation sans script et les tests exploratoires collaboratifs. Si vous avez des idées de sujets, des propositions, vous nous contactez. Donc la taverne, donc soit moi directement, soit sur l'adresse mail de la taverne. Et on échangera avec vous pour voir si c'est possible de le faire et comment. Voilà. Il est pile 13h, ça devait finir vers 13h, donc s'il n'y a pas d'autres Excellent. questions, voilà. Eh ben, merci. Bah, je vous laisse alors. Bon après-midi. Et puis, moi, je vais me diriger vers mon lit. Voilà. Bon. Au revoir. Au revoir.